Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, les zombies au cinéma, dans le cinéma, c'est sûr que le sujet, c'est un petit peu comme d'habitude, le sujet est super vaste, donc ça va être par rapport à ma propre opinion, par rapport à mes propres choix de films, ce que j'estime les plus, on va dire, importants dans l'univers des zombies dans le cinéma. Première chose, évidemment, on n'est pas beaucoup d'abonnés, hein, mais quand même, c'est super important pour moi. Donc, je voudrais remercier évidemment Bill Carlson ou Saber Racing, tout dépendant du pseudonyme que tu emploies, comme d'habitude, pour la suggestion, parce que ça faisait partie des suggestions que tu avais fait il y a quelques temps, Black Exploitation, etc., etc. Et donc là, j'ai décidé de traiter le sujet des zombies. Au niveau des zombies au cinéma, c'est sûr que tu verras aussi que par rapport dans l'univers des zombies au cinéma, il va y avoir deux mouvements, on va dire, au niveau cinématographique qui ont été émergents. Ok. Pour se replacer, tout de suite rentrer dans le vif du sujet, dans le contexte historique, les zombies, en fait, sont apparus, si on ne parle pas du milieu du cinéma, mais qu'on parle plutôt évidemment du côté littéraire, ce serait apparu pas mal dans les années 20, dans les années 30. En fait, je penserais pas mal à un bouquin qui s'appelait The Magic Island de W. B. Seabrook en 1929, où le Time Magazine aux États-Unis a affirmé que c'était le premier livre qui avait introduit le terme zombie dans la langue anglo-saxonne. Il faut te dire que ce livre-là parle plus des zombies qui existent dans la religion vaudou haïtienne, puisque zombie est un terme qui vient directement du créole haïtien. Donc on n'est pas vraiment dans l'idée de ce que moi je vais expliquer dans cette vidéo-là, c'est-à-dire les films de zombies qu'on connaît, là, les morts vivants en fait, plus particulièrement. Euh, Parallèlement à ça, au niveau du cinéma, on a eu des films comme, je penserai par exemple à White Zombie, avec Bela Lugosi, c'était dans les années 30, je ne me souviens plus de la date exactement, où là encore une fois, on fait référence à du vaudou, c'est-à-dire un gars qui décide de mettre une malédiction sur un autre, qui devient un petit peu son zombie, ok. Donc on n'est toujours pas dans la même mouvance. Il y a eu aussi la Hammer House. Je passe à la Hammer House, qui ont fait de très très bons films. Moi en tout cas, j'étais très fanatique de la Hammer House avec Peter Cushing notamment et d'autres acteurs qu'on a connus, Christopher Lee, etc. Évidemment, ils ont adapté le Frankenstein de Mary Shelley dans la Hammer House, qui lui-même est vu comme une sorte de monstre qu'on pourrait définir comme un zombie, mais qui n'est pas encore, une fois, le mort-vivant qu'on connaît. Pour vraiment définir le mort-vivant tel qu'on connaît et dont on veut parler ici dans cette vidéo-là, des films dont on veut parler plus particulièrement dans cette vidéo-là, il va falloir attendre 1954, où à ce moment-là, Richard Matheson, je pense de mémoire, Richard B. Matheson, quelque chose comme ça, son nom, avait écrit le livre I Am Legend. Donc peut-être que tu connais une des adaptations cinématographiques, dont celle notamment avec Will Smith en 2007. Ça, c'est le premier bouquin réellement qui met en scène, Richard Matheson, c'est ça, qui met en scène la notion de mort-vivant. C'est vraiment l'histoire d'un gars qui se retrouve seul. Bon, alors ça a été adapté dans le film comme quoi ça se passe à New York, mais dans le bouquin ça se passe pas à New York. Mais il se retrouve seul et il se retrouve en fait littéralement entouré de monstres dont on ne sait pas trop s'ils sont vampires ou s'ils sont morts-vivants, et il utilise pour la première fois le terme mort-vivant. Et donc ce bouquin-là est central, et c'est pour ça que j'en parle aussi, de ce livre-là, plus particulièrement, après avoir fait cette espèce de genèse, on va dire. Il est central par rapport à l'émergence du cinéma de zombies tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Il faut te remettre aussi, je ferai un petit parallèle là-dessus dans le contexte de l'époque, 1954, la sortie de ce bouquin-là, qui correspond en fait avec littéralement l'avènement de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on est dans l'après-guerre. Alors il y a un mélange de deux choses. L'après-guerre au cinéma,
il y a eu une sorte, comment dire, de sentiment post-apocalyptique qui s'est développé, notamment au Japon par exemple, avec l'avènement de Godzilla, etc., où ils avaient connu la bombe nucléaire, malheureusement. Donc ils ont connu un petit peu ce qu'on définit, nous, en tant qu'êtres humains, comme univers post-apocalyptique. Ils l'ont connu réellement. Et il y a eu cette idée-là qui a émergé, et avec, je pense notamment avec War of the World, où véritablement, je parle du premier, là, pas du remake de, je pense que c'était Spielberg qui avait fait ça, où véritablement tu as un mélange entre les antagonismes, c'est-à-dire que les aliens étaient la symbolique comment dire, des gens qui venaient s'inculquer d'une force étrangère, qui venait s'inculquer dans un pays, une société. Et on avait réellement l'antagonisme États-Unis et communisme, et les aliens représentaient un petit peu le communisme qui essayait de s'infiltrer dans la société américaine. Et avec cette idée de post-apocalyptique, comment dire, d'abri atomique qu'ils employaient, etc., pour essayer de se cacher. Donc tu as toute cette idée-là qui émerge avec ce bouquin-là en parallèle. Donc tout ça, c'est le contexte de comment les zombies sont pas mal apparus dans le milieu du cinéma. Il y a tout ce contexte-là qu'il faut prendre en compte. Et là, maintenant, on va parler, comme je fais d'habitude, j'aime ça faire des introductions un petit peu, mais je sais pas si elles sont intéressantes, mais il me semble qu'il faut quand même introduire le sujet avant d'en parler en détail. Et comme d'habitude, c'est ça, je vais aller essayer de parler des films qui ont été majeurs, selon moi, dans l'univers des zombies au cinéma. Et évidemment, je ne parlerai pas de tous les films parce qu'il y en a eu énormément sur les zombies. Donc moi, je vais essayer de parler de ceux qui ont été les plus importants, notamment dans l'univers cinématographique, qui ont vraiment donné, comment dire, un élan, ou qui ont donné quelque chose davantage, une modification par rapport à l'univers des zombies dans l'univers cinématographique. Alors, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser, le premier film dont je vais parler, c'est Plan 9 from Outer Space de Ed Wood en 1959, où finalement on voit un petit peu de tout là-dedans. Je te dirais des aliens, des zombies, ce que tu veux. Et il y a des zombies qui, d'après moi, sont très certainement inspirés, encore une fois, du livre I Am Legend. Ok. Mais ce film-là est peut-être plus passé inaperçu parce que, en fait, jusqu'en 1980, pour être précis, c'était considéré comme un super mauvais film. Et après 1980, il y a eu un petit peu cette idée qu'un film était tellement mauvais que finalement il en devenait très bon. Donc, je pense notamment aussi à un des films les plus majeurs dans cet univers cinématographique-là, entre guillemets, The Room, en 2003, de Tom Wiseau. Je ne sais pas si tu connais, mais en tout cas, c'est fantastiquement mauvais et excessivement mal joué par Tom Wiseau. C'est vrai que ça en est tellement mauvais que ça en devient quasiment drôle. Je sais que James Franco, avec notamment la participation de Seth Rogen à l'intérieur du film, avait fait un remake de ce film-là. Son frère aussi joue dedans. Comment il s'appelle? James Franco et je ne me souviens plus du prénom de son frère, qui a le même nom de famille, hein, naturellement. Donc c'est ça, ils avaient fait un remake il n'y a pas longtemps que j'ai vu et que j'avais trouvé très réussi. Mais bon, Tom Wiseau, c'était quand même une horreur. Donc, donc il y a ce film-là de Ed Wood, pour revenir à ça, Plan 9 from Outer Space, que maintenant tu peux regarder si tu n'as jamais vu, mais c'est ça, il faut que tu t'attendes à voir vraiment un film quand même très 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 mauvais. Ils avaient fait, je sais plus si c'était Tim Burton qui avait fait ça, il me semble. Il avait fait Ed Wood, notamment avec Johnny Depp, qui était en fait la mythologie non seulement de ce film-là, mais aussi en fait toute l'histoire, la biographie de Ed Wood et de ce personnage, parce que c'était un personnage plus qu'un être humain, on s'entend. Personnage vraiment atypique, mais quand même assez spécial. Évidemment, pour moi, le film majeur, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, de l'introduction des morts vivants tels qu'on les connaît, des zombies, bien que, comme je disais tout à l'heure, ils ont été modifiés dans l'univers cinématographique, mais on va dire les zombies qui sortent des tombes, qui marchent lentement, qui sont vraiment pas rapides et qui décident d'aller manger de la chair humaine parce que c'est ça leur seul intérêt dans la vie. C'est The Night of the Living Dead, 1968, de George A. Romero, le père fondateur, selon tout le monde, du zombie au cinéma. Je suis pas mal d'accord avec ça, j'imagine.
Lui l'a dit, donc The Night of the Living Dead est carrément inspiré du bouquin dont je parlais tout à l'heure de Richard Matheson, I Am Legend, 1954. Donc c'est inspiré de ça. C'est pas du tout l'histoire de I Am Legend, mais c'est inspiré. C'est comme ça qu'il a créé en fait des morts-vivants. Quand il a fait le film, il référait les morts-vivants ou zombies à des ghouls. Le terme zombie n'est pas arrivé tout de suite et le terme zombie a été utilisé en fait par les fans de ce film-là. C'est une anecdote, mais c'est quand même assez intéressant. Donc ce n'est pas George A. Romero qui a créé le terme zombie, c'est réellement les fans qui ont décidé d'utiliser le terme zombie qui provient du vaudou et finalement de l'intégrer par rapport aux morts-vivants. Évidemment, George A. Romero avait parce qu'il est mort en 2017, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il avait un surnom qui était King of the Zombies, donc on voit que le gars était quand même pas mal là-dedans. Pour en revenir au film, en fait, lui, c'était un gars qui faisait pas mal réaliser ça fait du bruit tes trucs là. Hein, mon limon. Okay. Il joue avec des blocs, mais ça résonne beaucoup. Je ne sais pas ce que ça donnera au montage. Donc c'est ça avec ses amis. Lui, en fait, c'était un réalisateur de publicité. Et avec ses amis, il décide de faire son premier long métrage. Il fonde une maison de production qui s'appelle Image 10 Productions. Et il demande en fait à chaque personne qui font partie de cette maison de production-là de financer un petit montant d'argent. Il se constitue une sorte de bourse, littéralement, là. Un peu comme Wall Street, mais comme micro-Wall Street. Et c'est ça avec intérêt, en tout cas. Je ne sais pas trop comment ils avaient formé ça, mais c'était assez intéressant. Tu peux aller le voir en détail sur Internet si ça t'intéresse. Et ils ont réussi à amasser un budget de 114 000 $ pour pouvoir tourner ce film-là. Le film a été tourné à Pittsburgh. La première de ce film-là a eu lieu le 1er octobre 1968. Et au niveau de l'international, a ramassé 18 millions de dollars au niveau du profit. C'est monumental, surtout pour l'époque, hein, on s'entend, 1968. Donc le gars, il a super commencé sa carrière avec ça. Hein, ça a été... l'histoire du film, si tu l'as pas vu, c'est des gens qui se retrouvent isolés dans une maison et ils se rendent compte qu'ils sont entourés de morts-vivants. Il y a un cimetière pas loin et les morts-vivants ne cessent d'arriver pour essayer d'attaquer la maison et de les dévorer. C'est un petit peu ça l'idée. Le film a été tourné en noir et blanc. Donc ça, c'était pour des questions de budget, en fait. Bien plus facile de cacher les prosthétiques, etc. Tout ce que tu veux avec du noir et blanc. Tous les défauts sont peut-être moins visibles dans le noir et blanc que la couleur. À noter quand même un événement assez intéressant, c'est que ça a été la rencontre avec Tom Savini. Alors Tom Savini, si tu ne connais pas, c'est un gars qui a été très très connu, notamment dans l'univers de Robert Rodriguez. Hein. Moi, en tout cas, je le connaissais de là, je ne savais pas qu'il existait d'avant, mais oui, il existait d'avant, dans l'univers du cinéma. Donc, notamment, on le voit dans From Dusk Till Dawn, de Robert Rodriguez, etc. Il est très apparenté à Robert Rodriguez. Mais ceci étant dit, c'est normal parce que c'est un gars qui, à la base, est un créateur de prosthétiques et d'effets spéciaux. Et très doué d'ailleurs. Hein. Lui qui fait un make-up artiste, du maquillage réellement, comme dans From Dusk Till Dawn, à un moment donné, on voit des vampires. C'est tout fait en prosthétique. Ça, évidemment, il a mélangé un peu de CGI, mais c'est très il y a très peu de... Il y en a un peu, mais c'est quand même très minime. C'est beaucoup de prosthétique. Et lui a travaillé là-dessus avec George A. Romero, en fait, principalement. C'est lui qui faisait beaucoup tout ce qui est maquillage et effets spéciaux. À un moment donné, il devait réaliser d'ailleurs un film pour Romero et il n'avait pas pu parce qu'il avait dû s'engager dans l'armée. Ça, c'est des choses qui arrivent. George A. Romero, ça a été un réalisateur assez quand même prolifique, pas un gars qui faisait un film par année, il en a fait pas mal, mais c'est sûr que c'est le parrain des films de zombies. Donc Night of the Living Dead en 1968 était le premier film d'une trilogie. À la suite de quoi a suivi Dawn of the Dead en 1978. Donc ça c'est un film très rapidement pour le logline, ça se situe dans un centre commercial. Il y a des gens qui se retrouvent enfermés dans un centre commercial alors qu'à l'extérieur il y a eu l'épidémie de zombies qui a proliféré, parce qu'on s'entend qu'on suit en fait plus ou moins l'histoire de The Night of the Living Dead. Donc on est dans l'idée qu'il y a des zombies partout sur la planète.
Ils réussissent à survivre pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait un groupe de motards qui essayent de rentrer à l'intérieur du centre commercial. Donc ils sont opposés à ce groupe de motards-là parce qu'ils essayent quand même de survivre. Et les zombies aussi pénètrent dans le centre commercial en même temps. Donc là, c'est ça. C'est la lutte pour la survie à partir de ce moment-là. Le budget était 1,5 million et il a gagné 40 millions à l'international. Encore une fois, c'était un gros succès. Et c'est ça qui l'a réellement, mis comme parrain des films de zombies sur un piédestal, parce que d'accord, The Night of the Living Dead, il existait déjà, mais Dawn of the Dead, 10 ans plus tard, était certifié comme quoi c'était George A. Romero, le gars qui faisait des films de zombies. Peut-être anecdote assez rapide, il y a eu un remake de ce film-là, Dawn of the Dead, de Zack Snyder en 2004, qui a été le premier long métrage de Zack Snyder dans les faits, parce qu'avant ça, il avait fait des courts métrages, mais il n'avait pas fait de long métrage. Son deuxième long métrage d'ailleurs, qui l'a fait réellement connaître sur la planète Hollywood et qui a fait de lui le réalisateur qu'on connaît à l'heure actuelle, a été 300 en 2006 avec Gerard Butler. Si tu connais pas, c'est quand même à voir. Il y a une esthétique assez hallucinante dans ce film-là, une maison de production montréalaise qui a travaillé derrière ce film-là. C'était la première fois qu'il y avait une maison de production qui travaillait comme ça à Montréal. Et maintenant, il y en a 3. Au niveau des effets spéciaux, hein, j'entends, j'ai peut-être oublié de spécifier, maison de production uniquement centrée sur les effets spéciaux. Et ça mettait des effets à la fois de caméra et des effets spéciaux qu'on n'avait jamais vus alliés ensemble. Donc une esthétique très particulière pour 300. Mais c'est une parenthèse. Bref, remake de Zack Snyder, Dawn of the Dead en 2004 avec Sarah Poyler, Ving Rhames naturellement. Le budget c'était 26 millions et les recettes 43 millions. Hein. Il y a quand même assez bien marché. C'est pas exceptionnel. Je veux dire, il s'est remboursé quoi. Donc, je vais arrêter ce segment-là pour ça parce que blablabla. Mais c'est ça. On va continuer avec George Romero tout de suite. Là, on va attaquer ce que moi j'expliquais tout à l'heure un petit peu, c'est-à-dire l'univers des zombies qui était jusqu'à Dawn of the Dead en 1978, qui était un univers qui était encensé pas mal par tout le monde, y compris la critique. Et là, on tombe plus dans du film de zombies underground, c'est-à-dire que c'est réellement les fans de ces films-là qui vont aller les voir. Il y a toujours eu des fans de films de zombies, ça a toujours existé. Qui ont continué finalement à faire fonctionner cet univers-là, mais ça n'a plus été encensé par la critique et ça a été plus ou moins bien reçu par les gens. Day of the Dead, qui est donc la troisième partie de la trilogie dont je parlais en 1985 de George A. Romero, a initié ce phénomène-là, où le film de zombie est venu réellement, je dirais, on the side en anglais, c'est-à-dire vraiment des films, bon voilà, ok, tu vas regarder des films de zombies, mais c'est pas mainstream, c'est pas quelque chose qui est tout public, ok. De budget 3,5 millions et les recettes 34 millions, c'est-à-dire que le film a quand même bien fonctionné, mais il s'est fait démolir par la critique, et finalement les gens ont écouté la critique, ce qui n'était pas le cas des fans, qui eux ont continué à vouloir regarder des films de zombies. Ce film-là, tous les films dont je parle, je les ai vus, hein, entre parenthèses. Je suis assez fier. Ce film-là, en fait, ça reprend toujours dans la même trilogie. On est toujours dans le même univers, ok. Donc, il y a des zombies partout sur la planète. Et là, on est centralisé sur un bunker où, en fait, tu as des militaires et des scientifiques qui sont conjointement, qui travaillent ensemble et qui décident d'essayer de trouver un remède un petit peu à l'épidémie, voir si on est capable de survivre ou de tuer les zombies plus rapidement. Je me souviens qu'ils essayent de... Ça, c'était super cool. J'avais aimé ça dans ce film-là, cette idée-là. Ils prennent un zombie et ils essayent de l'éduquer. Et ça finit par marcher quand même plus ou moins à la fin. Et moi, je l'aimais bien ce zombie-là. Je le trouvais super cool. J'ai vu ça, j'étais quand même jeune, mais j'avais trouvé ça cool. Et donc, c'est ça. Le film avait été quand même pas mal haï par la critique. En 1990, c'est une petite parenthèse, mais ça reste quand même dans l'univers des zombies. En 1990, George A. Romero est fier d'annoncer que Tom Savini, dont j'ai parlé tout à l'heure, va faire le remake de The Night of the Living Dead, qui donc date de 90, budget 4,8 millions et qui ramasse 5,8 millions à l'international, se rembourse à peine. J'ai vu le film, c'était pas super heureux. George A. Romero, lui, était fier de ce que Tom Savini avait pu produire comme film, comme remake. Moi, je n'étais pas super content, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Je trouvais que The Night of the Living Dead de 68 était largement suffisant. Pourquoi faire un remake? C'était pas utile. En 2005,
Là, on entame donc véritablement de 85 à 2005, il n'y a rien eu ou presque. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des films de zombies dont je ne parlerai pas, qui sont des séries Z, des séries B, mais on est toujours dans la même idée des films de zombies, toujours avec le même système que Romero a créé en 1968. Et il n'y a pas réellement de renouveau. Donc les fans sont dedans. Mais en 2005, c'est pas le cas. En 2005, il y a un renouveau grâce à un film, en fait deux films dont je vais parler après. Ok, je vais essayer de faire un parallèle. 28 Days Later en 2002 et Shaun of the Dead en 2004, qui eux ont donné littéralement un renouveau au genre et qui a été plus diffusé du coup pour tous les gens et pas uniquement les fans. Donc ces deux films-là étant sortis 2002 et 2004, comme je viens de dire, en 2005, George Romero sort Land of the Dead. Land of the Dead avec John Leguizamo, Dennis Hopper, Asia Argento. Pas dire de bêtises, oui, je suis quasiment sûr. C'est dans Land of the Dead qui donne à Nick Frost et à Simon Pegg, qui ont donc fait Shaun of the Dead en 2004, un caméo en zombie. Ils étaient super heureux de faire ça, c'était vraiment cool. Dans ce film-là, tu vas retrouver John Leguizamo, Dennis Hopper et puis évidemment Asia Argento. C'est un film qui a coûté 15 millions, les revenus 26 millions à l'international, donc c'est quand même mieux que par exemple le dernier remake dont j'ai parlé. Mais c'est pas non plus mirobolant, mais c'est quand même mieux. C'est ça, ils se retrouvent enfermés dans une ville qu'ils estiment hermétique aux zombies, et évidemment, c'est pas réellement le cas. C'est toujours un petit peu ça dans ces films-là. Donc, c'est ça, Land of the Dead en 2005. Ensuite, Diary of the Dead en 2007. Ça, c'était assez intéressant comme idée. C'est un groupe d'étudiants qui décident de filmer un film d'horreur, et pendant leur film, en fait, ils se rendent compte qu'il y a réellement des zombies qui les attaquent. C'est plus ou moins drôle, ils sont en forêt, etc. C'est assez comique comme idée. Le budget 2 millions, donc c'est un petit budget hein, par rapport au milieu du cinéma toujours, et le revenu 5 millions, ça a plus ou moins bien marché. Et le dernier film de zombies de George A. Romero, Survival of the Dead en 2009. Donc ça c'était un petit peu plus particulier. Ça se passe sur une île, en tout cas il y a plusieurs histoires qui se passent parallèlement. Tu as un groupe de paramilitaires, de militaires en fait tout court, qui essayent d'évoluer plus ou moins au milieu des mondes de zombies. Et ils tombent sur un message qui les invite à venir être protégés sur une île. Donc ils se dirigent vers cette île-là où ils se rendent compte finalement qu'il y a deux familles qui se font un petit peu qui luttent l'une contre l'autre. Une famille qui décide de garder les zombies vivants en disant on va peut-être pouvoir trouver un remède, et en fait comme c'est notre famille, ces zombies-là, ou nos amis ou nos cousins, on pourra peut-être les guérir. Et la famille d'en face qui dit non, il faut tous les buter et les annihiler, on n'a aucune solution à ça, donc autant tuer les zombies, pourquoi les garder. Et les militaires se retrouvent un petit peu au milieu de ce système-là, dans cette île qui pensait sans zombies, et finalement il y en a. Le budget 4 millions et le revenu 386 000 $. Donc on voit que ça a été réellement un flop monumental. La note sur IMDb est très basse, le film n'est pas nécessairement très bon. C'est assez dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est tous les films de zombies que George A. Romero a fait dans sa carrière, il n'en a pas d'autres. George A. Romero n'a pas fait que des films de zombies, c'est quand même un réalisateur qui a fait d'autres choses. Je vais citer quelques films, mais il en a fait bien d'autres. Je pense notamment à Creepshow en 1982, qui a été écrit par Stephen King, qui en fait reprend l'idée de magazine des années 50 où il y a des histoires horrifiques qu'on met en scène à travers un film, que j'ai pas mal aimé. Creepshow, j'ai beaucoup aimé quand je l'avais regardé à l'époque, le 1 et le 2, même le 2, j'avais pas mal aimé. The Dark Half en 1993, qu'il avait réalisé aussi, qui est l'adaptation avec Timothy Hutton, qui est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Et puis, je peux pas, il y avait Michael Rooker aussi là-dedans. Donc, ça, c'est le gars qui, en fait, a son double fictionnel qui vient le hanter. C'était drôle comme idée, ça. Parce que le gars, c'est un auteur, donc il écrit, puis son double fictionnel vient le hanter. C'est complètement fou. Et puis, je terminerai avec The Knight Rider en 1981, avec le premier vrai rôle de Ed Harris, qui a eu quelques autres rôles après, puis qui a commencé à percer dans le milieu de Hollywood, mais c'était son premier vrai rôle, en fait, réellement, premier lead, Knight Riders, avec Ed Harris et Tom Savini, qui joue dedans aussi. Jeune Tom Savini, mais tellement... c'est Kaamelott en moto, quoi. Il n'y a rien à dire de plus. Tu le regardes, t'aimes ou t'aimes pas, je sais pas. Kaamelott en moto, c'est spécial, même pour les années 80.
C'est des gars qui décident de faire du role-playing, là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, hein, des gens, du cosplay, enfin si tu veux, quoi, des gens qui se déguisent et qui se prennent au jeu à l'intérieur de ça, que je trouve très très bien. Hein. Je trouve très 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 bien, j'ai rien à dire contre les gens qui font ça. Moi j'adore ça aussi, je vais souvent, en tout cas je parlerai pas de moi, mais j'adore ça. Et donc ils font ça, et le village d'à côté, on est aux États-Unis, hein, donc une sorte de petite ville américaine, ils les supportent pas, quoi, donc c'est un peu la guerre entre les deux. C'est assez drôle, c'est assez drôle. Donc voilà, George A. Romero, parrain définitif de l'univers des zombies. Et là, on va rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, 2002-2004, l'émergence d'un nouveau cinéma de zombies, comment dire, une recréation de l'univers des zombies différente de ce qu'on pouvait connaître jusque-là, surtout pour les fans.